Le tsar et son immense fortune ont toujours fasciné, et sont aujourd'hui encore sujets à de nombreuses recherches et controverses. La famille régnante, les Romanov, possédait un trésor extraordinaire à l'image de leur pouvoir et du rayonnement de la Russie impériale. Pour preuve, en 1913, Nicolas II organise une grande célébration à l'occasion du 300e anniversaire des Romanov. Un anniversaire célébré avec faste puisqu'il commande 2000 objets à Fabergé pour ses invités. On estime que la fortune des Romanov s'élevait à environ 55 milliards de dollars actuels. Cependant, la guerre et la révolution vont anéantir l'empire tsariste. Les Romanov sont renversés et assassinés et leurs biens sont confisqués. Une véritable fortune disparaît alors. Or, joyaux, pierres précieuses, bijoux. Que sont réellement devenus ces objets inestimables ? Fils du tsar Alexandre III, Nikolaï Alexandrovitch Romanov naît le 6 mai 1868 à Pouchkine en Russie. Nicolas II devient empereur de toutes les Russies en 1894 à l'âge de 26 ans. Il épouse Alix de Hesse-Darmstadt qui deviendra Alexandra Fedorovna le même mois. Le couple aura 5 enfants, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et Alexis. Le tsar développe une politique expansionniste qui l'amène à soutenir l'alliance franco-russe et à s'engager dans une guerre contre le Japon. Son échec accroît les protestations populaires aboutissant à la révolution de 1905. Nicolas II est alors contraint d'accepter une avancée libérale sous la forme de la constitution d'une assemblée représentative, la Douma. Cependant, cette ouverture prendra rapidement fin. Le tsar Nicolas II dissout la Douma et écrase les révoltes. Pendant la Première Guerre mondiale, la Russie subit de lourdes défaites alors que le pays est toujours en crise. Affamés et épuisés par la guerre, les Russes organisent grève générale et manifestations dans toutes les grandes villes du pays. À Petrograd, la capitale, les ouvriers réclament la formation d'un nouveau gouvernement. Le mouvement aboutira à l'abdication du tsar le 15 mars 1917. La période de détention de la famille Romanov commence alors. Dans un premier temps au palais Alexandre, puis à Tobolsk en Sibérie, encore épargnés par les bolcheviks. Ils s'y rendront le 31 juillet 1917 à bord de 2 trains et s'installeront dans une maison située dans la ville. Ils seront autorisés à se promener comme bon leur semble. La famille impériale se réfugie ensuite dans un couvent et confiera une grande partie de son trésor à une religieuse qui le cachera dans un premier temps dans un puits, puis dans un cimetière. Encombrée par ce lourd fardeau et en quête d'une nouvelle cachette, elle confie son secret à un ami pêcheur. Celui-ci la dénoncera au KGB en 1933 et ils mettront alors la main sur des centaines de bijoux, des pierres précieuses et un diamant de plus de 100 carats. En 1918, la situation se dégrade avec la prise de pouvoir de Lénine qui souhaite l'éradication des Romanov sans aucun procès. En avril, ils sont envoyés à Ekaterinbourg où ils s'installent dans la maison Ipatiev. Les conditions de détention sont extrêmement rudes, les gardes sont violents et injurieux. Lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir, ils ont besoin d'argent. Lorsqu'ils découvrent une grande partie des joyaux entreposés au Kremlin, ils décident de les mettre en vente. Une grande partie des bijoux est démontée. Les archives du KGB ont été retrouvées et dressent l'inventaire détaillé des bijoux. À Ekaterinbourg, la situation se complique sérieusement pour la famille Romanov. Les troupes de l'armée blanche sont aux portes de la ville pour libérer le tsar. Lénine décide alors de faire exécuter secrètement les captifs. Le 16 juillet au soir, ils sont rassemblés et on leur fait croire que Moscou demande une photographie pour prouver leur bonne santé. Lorsqu'ils prennent place sur les chaises, des gardes armés entrent dans la pièce et font feu, pendant qu'un camion à l'extérieur couvre le bruit des tirs. Les Romanov ne sont plus. Leurs bijoux ont été en grande partie saisis et dispersés. Mais que sont devenus les bijoux les plus intimes, les bijoux les plus personnels, les bijoux qui ne quittaient jamais la famille, les bijoux qui étaient le plus facilement transportables et dissimulables? Il existe une liste manuscrite des bijoux dressés par la tsarine. On note par exemple d'énormes diamants qui devaient servir de sécurité financière à la famille lors d'un possible exil. Que sont-ils devenus? L'exécution des Romanov s'est déroulée dans le plus grand secret. Personne n'est au courant et l'affaire est étouffée. Cependant, on retrouve des témoignages de la part des soldats du peloton d'exécution. Ils relatent que les balles ricochaient sur les filles du tsar sans les blesser, ce qui les obligea à les exécuter au couteau. Lorsqu'ils regardèrent de plus près, elles avaient leur corset rempli de bijoux et de pierres précieuses, ainsi que les doublures de leurs robes. D'énormes diamants baignaient dans le sang. Cependant, la trace de ces derniers se perd et on ne sait toujours pas ce qu'ils sont devenus. Mais cela constitue-t-il réellement l'ensemble du trésor? Cela est fort peu probable. Une thèse que je trouve particulièrement intéressante serait que les bijoux les plus précieux des Romanov se trouvent en réalité en Angleterre en possession de la famille royale. En effet, Nicolas II était le cousin du roi George V dont il était très proche. Ils passaient leurs vacances ensemble lors de leur enfance et se surnommaient même entre eux Georgie et Niki. Sans oublier que son épouse, Alix de Hesse-Darmstadt, plus connue sous le nom d'Alexandra Feodorovna, était la petite-fille préférée de la reine Victoria. Quoi de plus naturel que de demander de l'aide à George V lorsqu'ils se sont sentis en danger de mort? Quoi de plus naturel que d'envoyer ses biens les plus précieux en sécurité en temps de crise? Mais le roi, de peur de voir la réputation de l'Angleterre alors en guerre contre l'Allemagne ternie,
leur refuse son aide. Après l'assassinat d'une partie de la famille Romanov, un navire de guerre de la Royal Navy exfiltre les membres restants, dont la mère du tsar, depuis Yalta. Le vice-amiral se souvient de caisses en bois chargées dans le secret à bord du navire. La piste s'arrête ici. Il y a un livre que je trouve particulièrement intéressant sur la vie de Daniel Wildenstein, l'un des plus grands marchands d'art au monde. Et c'est suite à sa récente relecture que j'ai décidé en partie de faire cette vidéo. En effet, Daniel Wildenstein, alors en train de constituer le catalogue raisonné de Jacques-Louis David, apprend qu'un tableau disparu pourrait se trouver dans les collections de la famille royale. Il demande donc l'aide du prince Charles, et partent à la recherche tous deux de ces toiles au château de Balmoral, et plus précisément dans les immenses caves. Lors de la recherche, le marchand d'art est interpellé par la présence de dizaines de caisses en bois fermées et marquées d'inscriptions en russe. Lorsqu'il lui demande par curiosité l'origine de ces caisses, le prince répond qu'il s'agit d'une partie du trésor de Nicolas II sans plus de précision. Un autre témoignage ressort quelques dizaines d'années plus tard, celui de deux employés du château de Windsor, qui ont affirmé elles aussi avoir vu des caisses en bois frappées du sceau impérial russe dans les caves, des caisses qui auraient été déplacées du château de Balmoral. Nous n'en saurons sûrement jamais plus sur l'existence de ces fameuses caisses. Pour le reste du trésor, cela s'apparente à un immense puzzle qui s'assemble au fil des ventes aux enchères et des successions. Bien qu'une grande partie du trésor saisi en 1918 par les bolcheviks ait été vendue sans réel inventaire, on note une première vente aux enchères cataloguée chez Christie's à Londres en 1927. 124 pièces sont mises en vente. On retrouve notamment le diadème de Maria Fyodorovna, conçu par Karl Bolin, la beauté de Russie, vendu pour 6000 livres, soit près d'1 million d'euros actuels au joaillier Holmes & Co. Les bijoux sont dispersés aux quatre coins du monde. Pour preuve, le diadème finira dans les coffres de la famille Marcos aux Philippines. On retrouve la trace de certains bijoux aux États-Unis, avec l'exemple du collier de l'impératrice Catherine la Grande de Russie, qui comportait 389 perles naturelles. Après la Révolution, le collier se retrouve chez Cartier, où il sera vendu au magnat de l'immobilier Horace Dodge. Les 5 petits-enfants d'Horace ont ensuite partagé l'héritage, chacun d'entre eux ayant reçu un fil de perles. En 2018, 3 fils de perles réunis avec une boucle en diamant Cartier ont été vendus aux enchères à New York à un propriétaire privé pour plus d'1 million de dollars. Ou encore l'incroyable parure de Maria Feodorovna, la mère de Nicolas II, composée de saphirs. Le plus grand d'entre eux, de plus de 200 carats, s'est également retrouvé dans l'atelier new-yorkais de la maison Cartier en 1928, qui les a ensuite vendus à la chanteuse d'opéra Jana Walska. En 1971, la diva a décidé de vendre ses bijoux, et après une série de propriétaires, le saphir est revenu à Cartier. En 2015, la maison décide de créer un bracelet à partir de ce saphir, qu'ils appelleront d'ailleurs le bracelet Romanov. On peut également parler du diadème Vladimir, qui a été commandé pour Maria Pavlovna en 1870 par le grand-duc Vladimir Alexandrovitch. Le diadème se compose de 15 anneaux de diamants avec des pendants en perles au centre de chacun. Maria Pavlovna, qui a réussi à fuir la Russie, ne s'en est pas séparée jusqu'à sa mort en 1920, la léguant alors à sa fille Hélène. Celui-ci le vendra seulement un an plus tard à la reine britannique Mary de Teck, pour résoudre ses problèmes financiers. Cet autre somptueux diadème a été réalisé au début des années 1830, également à destination d'Alexandra Fyodorovna, épouse de Nicolas Ier. Il était composé de 113 perles et de dizaines de diamants de différentes tailles. Les bolcheviks ont jugé que ces tiers n'avaient pas de valeur artistique particulière et l'ont vendu aux enchères. Comme il n'existe pas d'informations sur le diadème ou sur un propriétaire ultérieur, il est fort probable que le diadème ait été vendu pour pièces. En 2004, à New York, une incroyable collection d'objets, dont 9 œufs Fabergé provenant de la collection Malcolm Forbes, apparaît chez Sotheby's et sera adjugé pour près de 100 millions de dollars. Créé en 1897, l'œuf au carrosse du couronnement a été fabriqué pour la tsarine Alexandra Fyodorovna. L'œuf est fait d'or avec un émail translucide jaune-vert qui fait référence à la robe en or revêtue par la tsarine lors de son couronnement. À l'intérieur se trouve une réplique du carrosse qui a conduit la tsarine Alexandra à son couronnement. L'œuf au muguet, quant à lui, a été conçu en 1898 et a été également offert par le tsar à son épouse. Il est composé de perles fines, de rubis, de diamants, d'or et d'émail. Il cache un portrait du tsar et de ses 2 filles aînées. Londres 2007. Un œuf daté de 1902 apparaît à la vente cette fois-ci chez Christie's, provenant de la collection Rothschild. Il sera adjugé pour près de 9 millions de dollars. Montant historique pour un œuf Fabergé acquis par Alexander Ivanov, un homme d'affaires russe qui est reconnu comme l'un des plus grands collectionneurs d'objets Fabergé au monde. Il ouvrira d'ailleurs en 2013 un musée dédié aux joailliers à Baden-Baden, rassemblant près de 1000 pièces. En 2010, chez Christie's, cette magnifique boîte émaillée avec une miniature du tsar Nicolas II dans un entourage de diamants vendu près d'1 million de livres. En 2018, chez Sotheby's à Londres, on retrouve une boîte finement gravée et sertie de diamants signée Fabergé, ornée du monogramme du tsar. En 2019, chez Christie's,
Une impressionnante émeraude retaillée de 75 carats ayant appartenu à l'impératrice Catherine II de Russie a été vendue 3,8 millions d'euros. En 2021, chez Sotheby's, on note cette délicate boîte en or et diamant et émail guilloché portant le monogramme de Nicolas II, ou encore cette incroyable parure composée de diamants et de saphirs emportée de Russie par la grande-duchesse Maria Pavlovna de Russie, la tante du tsar Nicolas II. Mais même si la majorité des pièces provenant du trésor impérial a été dispersée par les bolcheviks, certaines de ces pièces ont été méticuleusement gardées et conservées par le pays. Parmi les pièces conservées par le Fonds des diamants du Kremlin, on retrouve la couronne impériale russe, également connue comme la Grande Couronne impériale qui était le principal symbole du pouvoir des monarques russes et le principal attribut impérial entre 1762 et 1917. Elle a été portée par tous les souverains du pays, à commencer par Catherine II et jusqu'à Nicolas II. Créée par le joaillier de la cour Georges Friedrich Eckart et l'artisan diamantaire Jérémia Pozier, elle est ornée de pas moins de 4936 diamants, soit un total de 2858 carats, de 75 grandes perles mates indiennes et d'un spinel de 398,72 carats. De nos jours, elle se trouve sous clé dans la collection du Fonds des diamants au Kremlin de Moscou, et n'est pas accessible au public car sa valeur est tout simplement trop élevée pour courir le moindre risque. Afin de présenter la splendeur de cette couronne, une réplique en a cependant été réalisée en 2012 pour environ 1 milliard de roubles, et a été exposée à travers toute la Russie et même au-delà de ses frontières. On trouve également le diadème ayant appartenu à la femme de Paul Ier, l'impératrice Maria Fyodorovna. Probablement le seul diadème original de Russie, il a survécu à la Révolution et constitue aujourd'hui une pièce importante de la collection du fonds. Il est serti de diamants, dont un diamant rose de 13 carats. Le pendentif de Catherine II, le rubis de César, composé d'une tourmaline rose foncée qui a longtemps été prise à tort pour un rubis. La pierre a été offerte en cadeau à Catherine la Grande en 1777 par le roi Gustave III de Suède en l'honneur du 15e anniversaire de son règne. Gustave lui ayant raconté la légende selon laquelle Cléopâtre l'aurait offerte à César. Plus tard, on a appris que la pierre était arrivée en Europe depuis la Birmanie au XVIe siècle, et elle est toujours considérée comme le plus gros rubis d'Europe à l'époque de Catherine II. L'impératrice ne voulait pas l'abîmer en la taillant, et les bijoutiers de la cour l'ont simplement poli et orné de feuilles d'émail. L'émeraude de 136 carats, appelée Reine verte, constitue la pièce la plus importante du Fonds des diamants. Le Fonds des diamants conserve également un bracelet en or serti d'un diamant taillé à l'indienne. C'est le plus grand que l'on connaisse. Ces diamants sont appelés diamants portraits car des miniatures colorées étaient généralement placées en dessous. Dans ce cas, il s'agit d'un portrait de l'empereur Alexandre Ier. Autre pièce importante, le sceptre impérial fabriqué au XVIIIe siècle pour l'impératrice Catherine II. Il est serti du diamant Orlov provenant des mines de Golconde pesant 189 carats. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.